Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Sophie Galland, paysagiste de formation, urbaniste de par mon expérience professionnelle. Je travaille donc dans une collectivité territoriale, Grenoble-Alpes Métropole. Donc, je suis du côté de la maîtrise d'ouvrage et je vais vous présenter un outil qui va peut-être paraître barbare pour certains, donc une OAP thématique. Donc, c'est une orientation d'aménagement et de programmation. C'est une pièce non obligatoire d'un PLUI. Donc effectivement, on a fait le choix d'avoir quelques thématiques, quelques OAP thématiques à Grenoble dans notre PLUI. Il y a une OAP résilience et une OAP air aussi dans les thématiques. Alors, pourquoi paysage et biodiversité? Juste pour remettre quelques éléments de contexte, vous allez peut-être trouver que biodiversité est un peu présomptueux. Ma présentation va peut-être vous faire redescendre quelques marches en arrière par rapport à tout ce qui a été dit depuis ce matin, donc très à portée scientifique, à démonstration d'inventaire, de naturaliste. Là, on est dans une entrée très pragmatique, très empirique. Alors, ça a commencé fin 2016, mi-2017, quand on a recruté le groupement de prestataires, donc essentiellement paysagistes, urbanistes et une écologue associée pour mener ce travail. Et bon, ça fait que 5 ans en arrière, mais déjà 5 ans en arrière, parler de nature en ville ou même de biodiversité dans les tissus urbanisés n'était pas complètement entendu, audible. Alors, paysage, donc c'est pour ça que l'entrée est très certainement aujourd'hui encore très marquée paysage. On a quand même voulu associer biodiversité parce que c'est un document qui est vivant, comme la ville, qu'on peut nourrir, enrichir, corriger aussi. On n'a pas la prétention d'avoir visé juste. Et donc, on espère que biodiversité prendra tout son sens avec les procédures de modification du document d'urbanisme. C'est un document qui régit le droit des sols, les autorisations de construction aussi. Donc, on est aussi limité dans son champ du code de l'urbanisme. Alors, paysage, effectivement, partout, mais encore plus à Grenoble-Alpes Métropole, on est sur un territoire qui est très contrasté. Tout le monde parle de paysage, mais personne ne les nomme jamais. On parle même du paysage. Et en général, c'est les sommets qui environnent tout le territoire à 360 degrés. On en oublie même ce qui se passe dans la plaine et sur les piémonts, les coteaux. Donc là, on a voulu nommer, caractériser ce qu'était cette diversité des paysages de ce territoire. Alors, c'est vrai qu'on est on a été intéressé par tout le territoire, évidemment, il n'y a pas de zone blanche, mais on était plus intéressé par les tissus urbanisés parce que c'est quand même là que la construction, même si le renouvellement est que de 1% d'une façon générale, c'est quand même là que se passent les constructions dans les tissus les plus habités, en tout cas les tissus habités. Et on est parti effectivement, comme c'était très bien explicité ce matin, sur les morphologies urbaines. Et on voyait bien intuitivement, mais en objectivant, même si on n'est pas sur des tissus urbains archétypés, comme Aix-en-Provence, on a quand même des tissus relativement hétérogènes sur ce territoire. On a quand même des dominantes qui sortent. Voilà, centre ancien, faubourg, fond de vallée d'activité, elles ont un peu toutes malheureusement la même tête, des villes-parcs, des situations de montagne. Et on voit bien que les agencements, que les organisations à l'échelle de la parcelle, mais surtout à l'échelle de la rue et du quartier, ont des comportements différents, où effectivement, déjà le rapport bâti-non bâti est différenciés. Donc on a entendu parler de gradient de végétalisation ou d'emprise bâtie, et puis aussi selon l'agencement au sein de la parcelle, en alignement, en retrait, continu, discontinu. Et en fait, c'est tous ces jeux-là qui donnent de la place, de l'espace aux espaces ouverts. Et ces espaces-là qui nous intéressaient aussi particulièrement, et de voir comment tout ça ménageait en fait des continuités à travers ces tissus bâtis. Alors elles sont de nature différente, mais ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on réintroduisait un peu plus fortement ce végétal dans les opérations de construction, mais comment ça entretenait ou reconstituait des continuités, ce qu'on a appelé éco-paysagères, voilà, pour être sur un langage intermédiaire, à l'échelle de la rue du quartier. Donc on voit effectivement qu'avec ces petits dessins schématiques, on comprend
un peu qu'on a des agencements différents qui génèrent des continuités différentes et donc des ambiances différentes. En fait, on a construit un référentiel d'ambiance, parce qu'effectivement, une ambiance, c'est vraiment le cadre de vie, bâti, non bâti, le cadre de vie humain, non humain. Et on a identifié 14 ambiances. Alors c'est pareil, ce n'est pas scientifique, mais on estime qu'avec ces 14 ambiances, sur un gradient d'urbanité et de naturalité, on représente assez exhaustivement l'échantillonnage de la diversité des paysages grenoblois. Donc effectivement, on part du plus dense au moins dense, versant boisé, fond de vallée naturel, et puis du plus plat au plus pentu. On est sur effectivement centre ancien, piémont, coteaux résidentiels, plateaux, montagne pastorale. Donc on sent qu'on a effectivement, on associe en fait à la fois de l'anthropisation et puis de la géographie. Donc en fait, et après on a donc commencé à décrire ces 14 ambiances en considérant, donc, comme je vous le disais, ces tissus hérités et puis aussi les motifs paysagers existants. Donc qu'est-ce qu'il y a sur la parcelle avant le projet? L'objet, c'était quand même de redonner de la place à la ville nature, voilà, à la ville perméable. Alors perméable à la faune, mais aussi perméable au sol, donc au sous-sol. On constatait quand même, enfin, dans les opérations immobilières, de moins en moins sont portées par les collectivités, par les pouvoirs publics, donc ces promoteurs ou pétitionnaires habitants, et on a quand même une forme de banalisation des opérations qui s'opèrent. Et donc, voilà, en pensant effectivement, alors je le redis, modestement à notre niveau, biodiversité et formes urbaines, mais comment voilà, les motifs s'agencent pour créer ces ambiances, et puis re-questionner effectivement un petit peu plus dans une démarche pédagogique le rôle du végétal dans toute sa diversité. Donc en fait, chaque ambiance est structurée de la même façon parce qu'en fait, une orientation d'aménagement et de programmation, il faut écrire ces orientations. Ça a une écriture à portée réglementaire, donc il y a quand même un enjeu au regard des recours et de la jurisprudence. Donc il faut effectivement rester dans la souplesse de l'écriture et derrière permettre de pouvoir échanger, négocier avec le pétitionnaire. Et pour être toujours pareil, pédagogique, on est reparti sur les items des articles réglementaires d'un PLUI qui parlent d'implantation. L'implantation, c'est vraiment la clé de voûte du projet. Quand vous avez décidé de là où allait se poser votre bâtiment, tout le reste est prédéterminé. Les espaces extérieurs, la relation à la rue. Donc c'est vraiment le premier sujet très important. Alors, là, on ne l'a pas mis en écosystème, mais par rapport justement à l'implantation du bâti et au négatif ou au creux de ce qui génère en espace ouvert, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir planter finalement dans ces espaces non bâtis. Donc on a le rôle du végétal. Pour réfléchir l'implantation, on ne peut pas le réfléchir à l'échelle de la parcelle. Tous les projets, enfin beaucoup de projets, les plans masses sont montrés à l'échelle d'une parcelle. En général, c'est blanc autour, ou en tout cas, il n'y a pas d'analyse. Nous, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est effectivement de justifier le projet à l'échelle de la parcelle par rapport à l'existant, mais aussi à l'échelle de la rue, le rythme des implantations qui sont déjà dans cette rue, et à l'échelle du quartier, les continuités végétales qui sont déjà existantes, discontinues, comment on peut les renforcer. Après, le végétal, effectivement, on va peut-être un petit peu au-delà des prérogatives d'un document d'urbanisme, mais on parle effectivement donc, de la palette végétale, de la diversité de la palette végétale, pour montrer qu'effectivement, il y a un monde dans ce milieu-là. Et puis, on milite, on insiste sur le multistrate, sur les mises à distance. Quand on préserve un arbre, on parle du houppier et de se mettre à distance, de ne pas laisser un arbre à maturité, pas un arbre qu'on vient de planter ou qui est encore jeune. Donc il y a des mises à distance pour respecter le potentiel de développement. On parle aussi des clôtures, parce que ça c'est quand même un vrai sujet dans les constructions. C'est ce qui accompagne tous nos déplacements au quotidien. Et là, on ne milite pas forcément pour que toutes les clôtures soient végétales, mais qu'elles soient toutes végétalisées. Et après, on continue de travailler avec les motifs des tissus hérités. Et surtout, on parle aussi de transparence. Même si on a des murets, murs bahus, c'est comment on peut quand même trouver de la transparence pour la petite faune.
Desserte stationnement, il y a rarement de construction sans stationnement, c'est pareil. Donc là, on a des règles qui imposent de la perméabilité des sols, mais comment le stationnement doit être arboré et comment cette trame arborée, végétalisée, multistrate participe des espaces de pleine terre, comment ça joue un continuum sur l'espace de la parcelle. Et puis le bâti, alors c'est pas tant l'architecture, c'est plus le gabarit et puis sa capacité à accueillir de la biodiversité, alors en toiture végétalisée, mais aussi en accessoires type nichoir ou autres éléments qui peuvent être ajoutés sur le bâti, ou alors composés avec les matériaux. Alors, juste pour vous illustrer, deux ambiances, faubourgs qui sont assez contrastées, elles ne le sont pas toutes malheureusement. Donc, les faubourgs, on en a parlé, il y a quand même une organisation héritée de jardins ouvriers avec une fausse hétérogénéité, parce que c'est quand même très construit un faubourg sur des parcellaires en lanière, vous le voyez sur le petit schéma du haut, et c'est comment finalement ces petits jardins de devant, de côté, font vraiment l'ambiance de la rue. Donc c'est vraiment important de continuer à travailler et avoir en tête. Ça n'empêche pas la conception, ça n'empêche pas la contemporanéité, mais il faut garder quelques clés de lecture qui participent de cet héritage. Donc, je vous parlais effectivement des retraits. Alors, soit on peut générer un retrait généreux et là, autant mettre un arbre, mais adapté au tissu, à ce tissu-là, donc plutôt un petit fruitier, un jardinet. Ou alors, si on est très pincé, on va sur des espèces moins généreuses et plus petites, ou juste de l'arbuste. Mais il faut effectivement adosser la clôture. On cherche à ce qu'elle soit encore maçonnée, accessoirement ferronné avec de la serrurerie, parce que c'est vraiment la qualité de cette petite rue. Il n'y a pas d'espace public en fait dans ces rues-là. C'est qu'une ruelle assez étroite et c'est le jardin, la limite, qui joue vraiment la qualité. Et c'est comment effectivement on joue cette qualité. Mais on ménage de la transparence et du végétal. On associe toujours les deux. On parlait des stationnements. Dans ces faubourgs, la voiture n'a pas toujours été pensée. Aujourd'hui, c'est tout l'espace en creux, le jardinet de devant, qui est mangé par du garage. On milite pour qu'il n'y ait pas de garage fermé, que ce soit juste une place perméable, aérienne, qui se pose devant et si possible dans la construction quand il peut être mis en retrait. Et puis le bâti, voilà, c'est plutôt comme je parlais, une trame étroite, donc plutôt verticale. Alors c'est pas l'opposé, mais sur un gradient foncièrement différent, la ville-parc. Alors là, effectivement, on est dans l'expression la plus généreuse de l'arbre. Donc la strate arborée devient effectivement un élément très structurant. Alors, le bâti l'est, mais il est plutôt en retrait. Voilà, par rapport à un centre ancien ou un faubourg, le bâtiment est plutôt en retrait et en discontinu. Et là, on milite effectivement pour qu'il y ait des lisières sur rue et côté cœur d'îlot qui soient assez imposantes, assez fortes, mais on ne met pas de distance, on ne dit pas c'est 5 mètres, c'est 10 mètres, ça va dépendre du projet, du cas par cas, parce que chaque projet est finalement un cas par cas, une situation singulière. On veut aussi que tous les espaces soient investis par du végétal, que les stationnements ne soient pas plantés un arbre toutes les 3 places, mais qu'on ait effectivement cette ambiance de forêt, donc plutôt constitué des bosquets, des rythmes aléatoires, du port naturel. Les clôtures, contrairement au faubourg, on préfère qu'il n'y en ait pas, et s'il y en a, qu'elles soient le plus en retrait de la rue et au plus près des espaces à intimiser. On est capable de faire des haies très épaisses qui mettent à distance et qui préservent l'intimité de rez-de-chaussée de collectifs. Et puis sur le bâti, là on peut effectivement accueillir des plus fortes densités, des plus fortes hauteurs, mais il y a aussi des petits quartiers individuels. Et on veut que ces espaces ouverts se mettent le plus en réseau. Alors c'est difficile parce qu'on est à une échelle de parcelles. On n'est pas sur un projet de quartier. Ça sera peut-être l'étape trame verte urbaine où on pourra considérer des espaces ouverts à sacraliser ou à recréer. Donc vous voyez deux espaces un peu différents. Juste pour un exemple ou deux pour illustrer, là c'était un permis de construire qui a été déposé, donc vous le voyez en l'état, alors qu'on est dans une ville-parc, et vous voyez sur la photo aérienne, on a énormément de continuité végétale qui est l'héritage du bocage historique de ce quartier avant qu'il soit urbanisé. Et donc le projet se mettait sur la totalité de la parcelle et plantait uniquement sur les 5 mètres de retrait réglementaire, en plantant des chênes, en plantant des arbres plus que généreux sur 5 mètres. Donc là on leur a dit, c'est peut-être un peu juste pour le développement et finalement, au lieu de faire tout le tour de la parcelle de façon un peu pincée, on a plutôt privilégié l'existant déjà, avec des arbres au nord, des arbres au sud, et puis le bâtiment s'est un petit peu plus tassé sur lui-même, ramassé, à préserver finalement la pleine terre qui était déjà installée. Un autre exemple, alors là on est sur la plaine urbaine.
Alors, ce n'est pas le tissu le plus facile, hein, parce qu'il est très, très, très chahuté, mais on voit quand même que les 2 parcelles en question sont 2 pavillons avec, alors certes, de la végétation, de jardin, hein, c'est peut-être pas la plus emblématique avec l'introduction de plantes exotiques, mais en tout cas, elle a résisté jusqu'à présent, elle est installée, elle est déjà de bon développement, et le projet faisait complètement fi et de la continuité qui apparaît sur le sud de la parcelle, et puis reconstituait, parce que c'est vrai que pour un arbre, on le coupe, on le plante, il n'y a pas souvent d'émotion. Et donc, effectivement, alors, pardon, je suis allée trop vite. Donc, on a, alors, modestement, hein, parce qu'on est quand même dans des phases de dépôt de permis d'instruction, donc tout un travail a été fait. Hein. On a réussi à inverser le projet. Alors, il n'est pas idéal. On aurait pu en préserver davantage. Là, maintenant, c'est aux élus aussi de se mobiliser pour négocier et aller plus loin et prendre le plus en amont possible ces projets et ne pas les instruire à la phase de permis. Donc voilà, pour résumer, on voulait sortir du schéma que vous voyez à votre gauche, c'est ces fameux prospect mini-maxi qui vous donne la capacité maximale d'une parcelle pour donner de l'altérité bienveillante sur ces espaces ouverts et leur agencement au regard des tissus constitués. Et c'est-à-dire, maintenant, dans vos capacités constructives, prenez en compte un petit peu plus l'état des lieux, l'existant. Et à travers, en fait, la prise en compte de ce végétal, indirectement, on ne le dit pas aujourd'hui de façon explicite, mais on prend en compte le sol. Puisque quand on préserve ou quand on plante, on réinstalle du sol. Alors, on ne parle pas encore de profondeur, ça sera la prochaine étape. On y va par marche, par étape, modestement. Donc, comme je vous disais, un PLU, c'est à la fois des règles normatives, les gabarits, les mini, les maxi, et des éléments prescrits, inscrits. On a des éléments, on a 10 000 éléments patrimoniaux protégés, mais 10 000 éléments patrimoniaux protégés sur 49 communes, ça fait beaucoup de trous dans la raquette. Et puis l'objectif, ce n'est pas non plus de tout protéger pour ne plus rien faire ou être à chaque fois sur le mauvais arbre qu'il ne fallait pas protéger. Donc, et puis on a aussi donc, ces coefficients, alors biotope, dans le langage législatif, nous on l'a renommé surface végétalisée perméable, qui est différenciée pour chacune des zones, et puis on a des pondérations sur ces surfaces végétalisées perméables. Et donc, c'est là où vient se mettre, alors non pas en creux, mais en complément, cette OAP paysage et biodiversité. Elle vient apporter un complément à ce règlement de conformité. Et là, il faut négocier finalement avec les deux. Donc cette OAP, elle donne un peu plus de sens au règlement, parce que vous avez des zones qui sont quand même à l'échelle de 49 communes, que vous pouvez retrouver dans un tissu de faubourg, dans une plaine urbaine, sur un tissu de montagne, voilà, un tissu un peu mixte d'un collectif R+2, vous pouvez le retrouver à différents endroits. Pourtant, sa situation géographique, environnementale est complètement différente. Ça assure effectivement, donc, comme je disais, ce traitement qualitatif. On essaye d'aller un petit peu plus loin dans la palette végétale qui reste encore à enrichir. Et puis ça donne un cadre. On ne part pas d'une feuille blanche. Alors on peut dire que c'est subjectif, mais en tout cas aujourd'hui c'est écrit noir sur blanc. On n'est pas d'accord, on est d'accord, on en débat en amont du projet. Et donc tout ça c'est effectivement pour concilier aussi densité et acceptabilité. Donc, comme je le disais, on n'a pas cherché à savoir quelle morphologie était la plus performante en fonctionnement écologique, mais plutôt à concilier, à remettre de la place à de la nature en ville, et puis demain, encore un peu plus de biodiversité. Donc voilà, à favoriser finalement ces potentiels d'accueil, donc à travailler à tissus constitués, même si ce sont des projets nouveaux, ils viennent s'insérer dans des tissus constitués, et puis progressivement, comme je disais, aller vers faire de la biodiversité un paramètre de composition en amont. Donc c'est vrai qu'on milite pour qu'il y ait davantage de paysagistes, écologues dans ces équipes de promoteurs architectes. Donc là, je ne veux pas rentrer dans le détail, hein, c'est les quelques mots de définition hein, pour dire effectivement pourquoi paysage et biodiversité répondent finalement très très bien. Et demain, ce qui nous reste à faire comme grand chantier, je ne vous en ai pas parlé, mais on a aussi posé une première esquisse de la charpente paysagère. On avait en tête de faire la trame verte et bleue. Bon, maintenant, on est obligé de la faire avec la loi climat-résilience. Et on va imbriquer les deux pour que maintenant, on travaille sur cette trame verte et bleue. En 14 mois, on n'était pas en mesure de mener 2 chantiers de front, les ambiances paysagères et puis cette trame verte. Mais on voit bien que ça vient en complémentarité des sujets.
Et puis après, voilà, comme je disais, maintenant, on a tout loisir avec vos résultats d'études à enrichir nos formes urbaines, le bâti, les matériaux, les capacités d'accueil sur le bâtiment, la palette végétale. Alors là, aujourd'hui, elle est relativement basique. Enfin, elle n'est pas non plus complètement dénuée de sens, mais elle n'est pas effectivement purement locale, parce qu'on a aussi une question de fournisseurs derrière, d'acculturation. Et puis le coefficient de surface végétalisée, aujourd'hui, on peut aussi le re-questionner. On a un plan canopé qui vient de sortir, on a un observatoire de la biodiversité qui s'est aussi constitué depuis, après. Ces indices de perméabilité, je vous ai parlé des pondérations des surfaces. On peut encore démultiplier ces pondérations, mais il faut rester aussi très pragmatique parce que derrière, on a des instructeurs qui instruisent les permis et qui sont en incapacité de vérifier un bon nombre d'éléments. Donc, on peut aller très, très loin, mais eux ne suivront pas dans l'instruction parce que voilà, ils n'ont pas les moyens de vérifier ni sur un plan parce qu'on ne peut pas aller non plus, on peut pas trop en demander dans un permis de construire, voire on en demande de moins en moins. Et puis, en fonction des travaux, rien que de reconnaître de la pleine terre, c'est pas évident pour un instructeur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour cette, j'allais dire approche, plus que ça, voilà, une entrée très opérationnelle. Moi, j'ai quand même une question, parce que je connais un peu les OAP, mais pas trop. Pour moi, un PLU ou un PLUI, c'est quand même très très précis, des surfaces, des zonages, des choses comme ça. Et là, les OAP, tels qu'ils sont présentés, celui-là tout au moins, il y a quand même des choses qui... Alors, on dit douce, flou, voilà. Souple. Souple. Voilà, souple. Et donc, du coup, comment est-ce que ça peut être pris en compte? Parce que dans le PLU, c'est inscrit en réglementation, donc c'est opposable? Oui, ça a une portée réglementaire. Si c'est opposable, quand c'est écrit, comme on a vu, voilà, il faudrait végétaliser ou autre, on n'est pas sur des choses qui sont... Oui. Très, très précise. J'ai un questionnement là. En fait, il y aura toujours une marge d'appréciation. Ce qu'on considère, c'est dès lors que le projet est contradictoire avec une orientation, ou plusieurs, on a possibilité de faire un refus de permis de construire ou de permis d'aménager ou de déclaration de projet sur une clôture. Si quelqu'un vient avec une clôture, comme c'est le cas, il a une haie et qui met une palissade, et ben là, il y a un refus. Si on a eu le cas aussi, donc les projets que je vous ai montrés, ils ont fait l'objet, alors pas de refus parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au dépôt, mais s'ils étaient allés au dépôt, on aurait fait un refus. Et on a eu un cas où l'opération s'installait sur un espace qui était déjà fortement arboré, il y avait une vingtaine d'arbres. Alors évidemment, on ne leur demande pas de conserver les 20 arbres parce que le sol reste constructible et il faut construire. Mais entre en garder deux reclus dans un coin ou en garder avec des éléments significatifs de continuité, on n'a pas du tout le même projet. Donc il y a vraiment une question. Alors c'est une difficulté dans l'appréciation. On essaye maintenant de mobiliser les paysagistes conseils, d'avoir des accompagnants auprès des instructeurs, de sensibiliser les élus, aussi pas d'obliger, mais aussi de sensibiliser les promoteurs à travailler avec des paysagistes en amont et écologues. Mais c'est un travail d'acculturation. Oui. Non, c'est parce que c'est vrai que même pour le CBS, on a plutôt des chiffres qui sont très précis. Oui. Et là, donc du coup, on a une appréciation dans la réglementation. Mais c'est l'insertion du projet. La règle existe depuis très longtemps. Non, mais tant mieux, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué à utiliser. C'est plus compliqué à utiliser. Sandrine, je profite du sujet. Tu peux nous dire 2 mots sur le rapport que tu viens de faire pour Planter Cité, enfin coordonner pour Planter Cité, une très grosse enquête sur la planification, toute la réglementation. Je crois que c'est un complément et ça me fait penser à ce gros travail qui a été fait. Oui, merci Philippe. Justement, l'OAP du PLUI de Grenoble, elle est citée dans l'ouvrage qu'on va prochainement publier. Donc, c'est effectivement un projet sur plusieurs années qui s'achève là cette année et on va livrer les résultats au cours de l'Assemblée générale de Planter Cité le 6 avril. Et donc, on avait mené des consultations nationales à la fois auprès des collectivités, auprès des professionnels paysagistes, urbanistes, écologues qui répondent aussi à la commande publique pour avoir un peu cet état des lieux du terrain et puis l'expression des difficultés qui se rencontrent au quotidien. Cette étape de l'instruction, elle est clairement ressortie aussi comme des difficultés partagées par l'ensemble des collectivités. Et donc là, on arrive dans l'étape où on va proposer, nous, des ressources opérationnelles pour guider, accompagner, pour intégrer plus de végétal et d'espaces de nature dans la planification. Et donc, effectivement, il y a un recueil de fiches actions
dont une consacrée aux orientations d'aménagement et de programmation, et puis illustrée avec beaucoup d'exemples issus du concours Capitale française pour la biodiversité, mais aussi d'essais consultations, et plus largement de ce travail de terrain qu'on a mené aussi, de travail avec le comité de pilotage et les membres du conseil scientifique, dont Philippe Clergeau. Et donc, on a aussi un travail où on va mettre à disposition des ressources pointées, par exemple l'OAP du PLUI sur le site Nature en Ville porté par Plantécité, pour justement inspirer, même si chaque territoire est différent et qu'il n'y a rien qui est vraiment reproductible, tout de même de pouvoir s'inspirer d'expériences menées par les autres, c'est quand même toujours intéressant. Alors, juste pour une petite précision, effectivement, il y a une difficulté à l'instruction. Pour les communes qui sont convaincues, c'est un vrai levier pour faire des refus ou négocier. Alors, ce n'est pas les 49 aujourd'hui encore, encore du chemin. Très bien. Donc, c'est un rapport qui est disponible sur le site. C'est en accès libre, donc c'est toutes les fiches. Et on a été nombreux à travailler sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment un passage de ces éléments-là qui nous animent, qu'on discute avec nos connaissances, à quelle est la réglementation qui va favoriser ou le permettre. Et je pense que pour les opérateurs, tous les aménageurs ou autres, c'est un outil qui devrait être assez indispensable, parce qu'on a plein de clés dedans, avec des beaux exemples, comme tu viens de le dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions d'OAP ou autres? Oui, là-haut. Bonjour. Petite question, est-ce que vous avez été assujetti à une évaluation environnementale du PLU? Et est-ce que du coup cette OAP vous a aidé et comment? Excusez-moi. Oui, alors on a été assujetti à l'évaluation environnementale et l'OAP a été plutôt bien accueilli. Alors ça n'a pas empêché le regard critique, alors pas sur l'OAP, mais globalement sur le zonage, l'étalement urbain, l'extension. Mais non, l'OAP était plutôt bien accueilli. Et il n'y a pas eu de remarques particulières. C'est plutôt les juristes qui étaient très méfiants, sceptiques. C'est par rapport au recours, en fait. Mais voilà, on a tenté. Bonjour. J'ai une question, je suis juste en haut. Thomas Boutreux. Je me posais une question sur les coefficients. Je lève la main, je suis tout au fond, en haut. J'avais une question sur vos coefficients de végétalisation. Oui. Je me demandais en fait comment est-ce que vous étiez éclairé dans la valeur que vous aviez choisi d'appliquer sur ces coefficients de végétalisation pour que ces normes aient à la fois une efficacité et une effectivité, qu'on soit bien entre à la fois un effet qui soit bien efficace et à la fois qui soit peut-être non contraignant. Enfin bref, comment est-ce que vous avez fixé ces valeurs-là? Vous avez certainement décliné, j'imagine, selon les zonages d'ailleurs. Alors voilà, je vous ai remis un tableau, je ne l'ai pas présenté, on l'a décliné. Il y a par zonage aussi, parfois par surface de parcelles. Alors, on est parti quand même de PLU qui était un peu plus robuste, Grenoble et quelques villes de la première couronne. Et puis, on a voulu ne pas dégrader celles qui étaient déjà bien avancées dans ces coefficients. Ils n'avaient pas forcément la pleine terre, en revanche. Ils avaient de la surface végétalisée toute comprise. Donc, nous, on différencie bien, enfin, l'un est compris dans l'autre, mais on a bien de la pleine terre quasiment presque partout. Et après, c'est un peu l'empirique par l'expérience des précédents zonages, et puis aussi sur les communes, certaines étaient en POS, voire en RNU. On y va aussi doucement, on monte les marches petit à petit. Ce qui a beaucoup déstabilisé, c'est plutôt la pondération. Il y a plein de villes qui ont fait ça, qui ont inclus ça dans leur PLU de façon très simple. Nantes ou Paris, en fin de compte, ils changent en fonction des arrondissements. On va être plus ou moins exigeant sur le taux de pleine terre ou autre. Donc on change les coefficients. Mais c'est des choses qui sont en général beaucoup plus simples à apporter. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur chaque zonage. Oui. C'est beaucoup plus spatialisé. En fait, on a des subtilités justement par rapport à Grenoble. Vous voyez, le petit A indicé, c'est un zonage de base et on muscle un petit peu plus le coefficient de biotope. Et là, on vient de l'introduire sur une zone éco. Alors là, toutes les zones éco au départ étaient arc-boutées sur la végétalisation de leur zone, la pleine terre, 20% minimum. Et on s'est rendu compte, on le savait un peu, mais on l'a expérimenté. Dans une ville-parc, 20% avec du bureau, ça passait pas auprès des élus. Donc on continue à les modifier, à les ajuster. C'est pas la panacée non plus, on est plutôt sur du quantitatif que sur du qualitatif, même si on donne des pourcentages un peu différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Avec 5 ans de recul, est-ce que vous avez des éléments qui permettent de dire si cette OAP a constitué un frein à la production de logements ou si la métropole grenobloise répond à la demande et à l'objectif de concilier biodiversité et densité? Alors, pour petite précision, on n'a qu'une année et demie de recul puisque le PLUI est entré en vigueur en décembre 2019. Donc voilà, et beaucoup de projets étaient encore de PLU anciens, enfin ceux qui se sont vraiment développés ces dernières années. Alors, on a les deux discours. Hein. Les promoteurs, effectivement, prennent le prétexte du PLH pour remplir la parcelle. On a des élus qui prennent le prétexte de l'OAP paysage pour interdire la construction. On voit bien que c'est un équilibre des deux. Enfin, il y a vraiment une question de contextualisation. J'en reviens à les mini-maxi des opérations ne sont pas une fin en soi. Si vous avez déjà un état existant, un environnement, il faut vraiment le considérer. Ça va dans l'acceptabilité des riverains, dans le moindre recours possible, dans la concertation. Alors tout ça se met en place, nécessite un peu de temps pour se mettre en place, hein, s'installer. Les promoteurs, comme je vous disais, on travaille avec eux pour faire du terrain, des ateliers qui travaillent avec des, comme je le disais, paysagistes, écologues en amont, et pas uniquement pour faire le plan de plantation une fois que le plan est dessiné. Mais on aura toujours des discours, je vais dire, un peu maladroits ou malhonnêtes, quoi. Mais non, le but, c'est pas de diminuer par 2 ou 3 la constructibilité, c'est de l'ajuster. Une dernière question, peut-être. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. J'avais 2 petites questions, mais la deuxième, mon voisin vient de la poser, donc on va gagner du temps. La première, c'était sur les OAP. Je crois avoir compris que cette OAP dont vous nous avez parlé est une OAP thématique, oui. Mais qu'il existe aussi des OAP sectorielles. Oui. Et là, vous avez parlé des 14 ambiances qui ont été référencées et donc qui se situent géographiquement de part et d'autre dans la ville. Donc, est-ce que c'est une OAP thématique qui est sectorialisée selon ces ambiances ou elle est générale et comment ça se passe précisément En fait, il y a un zonage paysage que vous avez aperçu tout au début et après ça, je ne sais pas si je peux remonter. Et après, en fait, chaque projet identifie sa parcelle. Bon, et tout au début. Voilà, c'est ce... Ah, mais je le prends à l'envers, effectivement. Donc voilà, vous avez cette carte-là, ça représente un zonage paysage. Comme la même façon que vous identifiez le zonage règlement traditionnel UA, UB, UC, là, vous pointez aussi votre parcelle, on vous dit... c'est vrai qu'on l'a répartie en 7 carnets pour pas avoir... pour que les communes, toujours dans un souci d'appropriation, se retrouvent sur un territoire, une entité paysagère de vallées, plateaux, et puis avec les 10 communes voisines. Et puis, dans ces 10 communes voisines, on détaille, je vous ai un bout de charpente, et puis les ambiances qui concernent ces territoires. Et la commune, même, elle fait un extrait de ces 3 ambiances qui concernent sa commune. Il y a Grenoble qu'on a un peu plus. Donc, c'est pas sectorisé. C'est juste qu'on a ce zonage qui renvoie, en fait, vous êtes dans l'ambiance faubourg, et vous avez... dans le livret, si vous les cumulez, vous avez 1500 pages, mais ça ne se lit pas exhaustivement. Vous lisez la charpente, c'est 30 pages, même pas, très illustré, très documenté. On a plein de photos de référence pour montrer ce qu'on veut. Et puis l'ambiance qui est affectée à la parcelle. C'est vraiment pour expliquer aux pétitionnaires, vous avez un projet qui est dans le faubourg, il n'est pas n'importe où. Vous habitez dans un coteau résidentiel, commencez pas par mettre le terrain à plat, qui est votre première action. En fait, c'est des choses super basiques. Hein. Bonjour. Et ça vient compléter les OAP sectorielles, parce que l'OAP sectorielle va effectivement être dans une ambiance. Alors, soit elle a décrit déjà très bien cette ambiance, au pire, il y a de la redondance, au mieux, il y a de la complémentarité. Merci beaucoup. J'avais une petite question, si c'est possible. Tout en haut. Ah oui. Merci. Petite question. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la densification de l'habitat et de la biodiversité. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez du BIMBI dans ce que vous faites, parce que justement,
enfin, je travaille très étroitement avec un SCOT et vous avez pas mal d'élus qui voudraient soit faire en sorte d'interdire le BIMBY, soit au contraire le favoriser, ce qui peut gêner justement des projets comme celui-ci. Donc, comment vous voyez un petit peu l'installation de... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les professionnels ne nous font pas remonter ce besoin, cette envie, cette incohérence. Les élus non plus ne se prononcent pas forcément dessus. Donc, je dirais que pour l'instant, je n'ai pas trop de cas concrets à exprimer. Et je ne maîtrise pas bien le logiciel. Enfin, après, c'est vrai que voilà, tout ce qui peut empêcher un peu l'altérité ou la contextualisation est à regarder avec mesure, dans un sens comme dans l'autre. Enfin, comme je disais, hein, ce n'est pas un outil pour interdire de construire, ce n'est pas non plus un outil pour continuer à faire que du mini-maxi. Donc, il faut voir comment, effectivement, cette contextualisation entre en ligne de compte. En fait, aujourd'hui, on n'a qu'une seule pièce réglementaire au PLUI pour apprécier la contextualisation, c'est la notice paysagère. La notice paysagère, aujourd'hui, nous, elle fait un recto quand on décrit les projets. C'est une description de projet, c'est absolument pas un argumentaire. L'état des lieux, c'est il y a un arbre et encore. À l'échelle de la rue, de la parcelle, on n'est absolument pas du tout renseigné. Donc on veut vraiment que cette pièce-là soit reconsidérée à sa juste valeur comme elle l'avait été au départ dans la loi paysage de 93. Donc le BIMBY, s'il trouve sa place, on n'est pas contre la constructivité et la densité. On arrivera davantage même à questionner la hauteur si on est capable de revaloriser les espaces ouverts. Donc là, on a un travail effectivement aussi avec certains élus qui commencent effectivement à se crisper, mais c'est parce qu'ils ont eu aussi des opérations qui étaient quand même relativement sèches et pauvres sur l'aménagement extérieur. Donc là, on a un vrai jeu à jouer de complémentarité. Tout à fait, oui. Les EBS, les EBC, on a plein de choses qui sont dans les fiches de Plantécité, justement. On vous propose une petite pause, merci beaucoup. On vous propose une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. Des cafés ?